Bonjour, on se retrouve pour un point lecture de livres à majorité blanche, des poches, et sur des sujets assez sérieux. On va parler de cimetière, de discours dramatiques et de terrorisme intellectuel. Voilà, on va commencer par le cimetière. Avec le récital des anges de Tracy Chevalier. Vous voyez, c'est blanc. Hein. Il n'y a que quelques pages qui m'ont... Enfin, quelques pages. Façon de parler qui m'ont intéressé plus que les autres. Alors, on commence le roman par de l'adultère. Et on a la scène du cimetière. Voilà. Après la rencontre des deux fillettes qui parlent de la différence de vie sociale de leurs parents respectifs. On est en 1901, à la mort de la reine Victoria. Il y a tout un champ lexical autour du cimetière. On parle de l'incinération et s'il y a une différence pour l'âme si on a incinéré plutôt qu'enterré. Le cimetière, c'est presque un personnage parce ils sont longtemps dans le cimetière. Il y a un thème qui arrive après, mais il est vraiment que dans la deuxième partie du livre. La grand-mère est un peu spéciale sur l'âme des différents croyants. Pour moi, une âme est une âme. Hein, qu'elle soit chrétienne, juive, arabe, bouddhiste, un humain est un humain et on a tous le droit de vivre. Dans le respect de chacun. Il faut attendre la page 160 pour qu'on nous parle du suffrage des femmes, sachant que le livre fait 433 pages. Donc, et on nous parle des suffragettes à la fin du résumé quand même. Hein. Faut l'attendre, hein, les suffragettes. Hein. On est plus au cimetière à parler des anges et des tenues de deuil. Entre autres, on a tout un catalogue de comment il faut s'habiller quand tu es en état de deuil. La profondeur des trous, on met les tombes. Où se trouve Dieu? Il est où ce fameux catalogue? Voilà, je vous parlais du catalogue. Voilà le temps qu'il faut pour le deuil de chacun, les vêtements qu'il faut mettre, les bijoux, papier à lettres. Voilà. C'est un livre du comment il faut se tenir en temps de deuil pour différentes personnes. Voilà. Mais on parle pas mal du suffrage des femmes, hein. Faut pas le nier, mais dans la deuxième partie. C'est parce que ça a redonné vie à une des mamans qui délaissent un peu sa fille au profit des suffrages. Donc elle s'occupe pas de sa fille. Quand elle va avoir ses règles, c'est la domestique qui va s'occuper d'elle. C'est pas sa mère. La domestique va savoir avant la mère qu'elle a ses petits problèmes féminins. Et même c'est son père qui va savoir avant la mère. Parce qu'elle est avec lui quand elle va avoir le problème, la petite. Ouais. Bref. Ensuite, on a un gros passage en prison parce que les suffragettes vont aller en prison. Parce qu'elles font du bazar en ville. Des manifestations et tout ça. Il y a une mention à Nietzsche.
par rapport à tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ouais, je suis pas morte de la prison. Ça m'a rendue plus forte. J'ai encore plus envie d'être suffragette. Ok. Et on a 2 morts. Je vous dis pas qui. Vous devrez lire le livre pour le savoir. Mais c'est en lien avec les suffragettes. Il y a une morte qui est plus triste que l'autre. Et on parle de l'influence qu'une mère peut avoir sur sa fille. Parce que oui, malgré ce qui s'est passé avec la mère qu'elle a délaissé sa fille, la fille a quand même envie d'être suffragette. Ouais. Voilà. Alors ça se lit bien, mais il faut être prêt à avoir une forte présence sur le deuil, cimetière et compagnie. Et la politique. Faut être prêt à avoir ça quand on rentre dans ce livre. C'est pas un roman en doudou avec juste des anges qui chantent. Hein. Il y a la place des anges, mais on parle beaucoup des 3 sujets principaux. Voilà pour le récital des anges. Ensuite, on part au XVIIe siècle avec Corneille, 3 discours sur le poème dramatique. Marquez plus de pages. Hein. Vous voyez, sa majorité blanc. Et là, il y a plus de choses à dire. Donc, on commence par une chronologie pour situer Corneille. Vous voyez, ça se présente comme ça. Là, j'ai pris une page au hasard. Hein. On a une mise en contexte de l'œuvre que l'auteur concevait comme une œuvre à part entière, comme il dit lui-même, indissociable de sa production dramatique. Donc pour lui, c'est limite ces 3 discours sont en fait une introduction, une présentation de l'œuvre de Corneille, ou plutôt une conclusion, parce qu'il parle beaucoup de ses œuvres. Il en parle beaucoup. Et ce serait inspiré d'Aristote, il en parle beaucoup. Il parle presque autant d'Aristote que de ses œuvres. On a toute la méthodologie pour écrire de bonnes tragédies. Ouais. Donc on a d'abord le discours de l'utilité et des parties du poème dramatique. Il renvoie à Aristote, mentionne les 3 unités, le lieu, le temps et compagnie. La vraisemblance. Ensuite, on a le discours de la tragédie et des moyens de la traiter. Elle doit exciter la pitié et la crainte. Le nécessaire y est à préférer au vraisemblable. Il y a le discours des 3 unités à nouveau. Action, jour, lieu. Corneille parle beaucoup de ces pièces. Ensuite, on a les notes et commentaires. Ce sont des explications par rapport à ces discours. On y parle de la bienséance. Comme quoi, il ne faut pas avoir de mort sur scène. Par exemple, la pièce où Phèdre dit que son beau-fils l'a séduite et où elle ment. Et que le père envoie des éléments naturels supprimer son fils. La scène n'est pas sur scène, mais elle est décrite, si vous voulez. On ne doit pas avoir de sang sur scène. Ou s'il y a du sang, ça sera plutôt de la sauce tomate. Ou de la peinture rouge. À l'époque. Maintenant, dans les films, on se gêne plus pour faire du faux sang ou qu'il y ait vraiment des morts. Hein. On a un résumé des grands principes énoncés par Corneille. Et oui, on a
toute une partie. Comme ça. Voyez, bah là on est sur le troisième discours, mais un peu ça, voyez. Ça, c'est un résumé des discours. Bah, ça, c'est sur le troisième, mais bon, c'est un peu dans ce genre-là. Puis après, on a tout un dossier. Découpé en 3 parties. Les fondements de la doctrine classique, on a un statut de la fiction avec plusieurs discours ou préfaces comme celle de Victor Hugo sur Cromwell. On a Corneille et les règles. Les genres dramatiques, on a la tragédie avec plusieurs passages. La comédie héroïque, la tragicomédie et la pastorale. On a la fabrique du poème dramatique, avec la vraisemblance comme base, l'importance de la fidélité à l'histoire. Et ensuite, on a l'unification dynamique de l'action et de l'intrigue, une intrigue première rejointe par la seconde. On a la liaison des scènes pour avoir une cohérence entre les actes. Ensuite, on a les caractères, vraisemblance, égalité des mœurs. Dans plaire et instruire, on a les formes de la diction, le vers tragique, les expressions du visage, les sentences, la narration. Ensuite, on a une bibliographie et un glossaire. Après du dramatique, écrit ou joué, on va avoir du dramatique réel. Et là, ça va être un texte qui va faire polémique. Alors, si vous voulez commenter par rapport à ce livre, je vous prierai de le faire en toute politesse dans les commentaires. Tout commentaire injurieux ou manquant de respect sera supprimé. Même si je n'ai pas beaucoup de commentaires, ça sera supprimé. Je vous préviens. Celui-là, il va pas plaire à tout le monde. Du tout. Mais il faut le lire pour s'instruire sur ce qui se passe. C'est d'intérêt général par rapport à l'actualité. C'est ceci. Le terrorisme intellectuel de Jean Sévilla. Vous voyez, j'ai marqué beaucoup de pages. J'ai mis une bonne dizaine de jours à le lire parce que j'ai pris beaucoup de notes. C'est pas un livre doudou, hein. Donc on a un avant-propos, les mots qui tuent. On attaque fort. L'auteur attaque dès les premières lignes ceux qui dirigent depuis 50 ans à gauche. On parle de Staline. Et à Paris, avec un mécanisme, le terrorisme intellectuel, un système totalitaire. Au chapitre 1er, on dit que Staline a toujours raison. On remonte à 1947 et l'auteur nous présente le cercle de Jean-Paul Sartre. Sartre est dans la haine de soi. Marx devient religion. Défense que des ouvriers. Ça veut dire que tous les petits commerçants, les petits boulangers, toute la classe populaire hors ouvrier, comme les paysans, on n'a rien à faire. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui ils sont soutenus par le RN. Bon. Et pour la défense des ouvriers, tous les moyens sont bons. Pendant 20 ans, le monde de la culture votera communiste. Et ça commence dès De Gaulle, parce qu'il a accepté tout le monde sauf les collabos. Les collabos violents. Les communistes, vu qu'ils ont été à moitié contre Hitler, à moitié pour,
on les garde. Et on va leur donner tout ce qui n'est pas à la défense et compagnie. Donc la culture, l'éducation. Sauf qu'aujourd'hui, on le paye bien. Hein? Pour eux, seule la gauche est pure. Tout ce qui n'est pas de leur bord, c'est le mal. Comme on traite tous ceux qui sont contre de fascistes. Même si à la base, on est de gauche. Et qu'on dit parfois que la vérité. Mais quelqu'un comme Michel Onfray, qui de base est un anarchiste de gauche, se fait traiter de fasciste parce qu'il n'est pas de la bonne gauche. Voilà. Chapitre 2. Les coloniaux, c'est criminel. On parle de ce colonialisme qui est de gauche à la base, qui retourne ça contre la droite. Il y a des guerres de décolonisation partout et déjà de l'inversion de langage. Oui, parce que tout ce qui est fait par la gauche, c'est bien, même quand il y a des meurtres. Ce que Mao fait aux Tibétains, par exemple, c'est bien. Ce qu'il fait aux Ouïghours, ça les gêne pas trop à gauche, malgré que ce soit des marxistes contre des musulmans, ce qui devrait choquer certains, parce qu'on est à gauche, on est aussi bien marxiste que pour les musulmans, mais bon, ils se tapent dessus en Chine. Hein. Enfin, c'est plutôt les communistes qui tapent sur les Ouïghours ou sur les Tibétains, mais ça c'est pas grave. Hein. Ça n'empêche pas de réunir ces deux parties, ces deux choses un peu bizarres ensemble. Hein. Ça, c'est pas grave. Mais quand c'est la droite qui dérape légèrement, plus ou moins, là, c'est plus problématique. Il y a des guerres de décolonisation partout et déjà de l'inversion de langage. Au chapitre 3, on parle de l'économique d'abord. En 1967, la gauche monte. Ce qu'on va avoir en 69, hein. On est en pleine 30 joyeuses. Oui. Pendant les 30 glorieuses. La disparition de la France rurale partielle, mort d'une culture naissante. Mort d'une culture. Naissance d'un futur chaos. On a la création de l'ENA. De Gaulle tente de garder une France libre. En 1970, l'idée France n'est plus à la mode. Non, c'est déjà l'Europe. Ou la mondialisation. Chapitre 4. Marx reste à la mode. Par contre, le tiers-mondialisme est une idéologie. Or, les idéologies écartent les faits. Ambition et massacre de Mao que toute la gauche occidentale soutient. Je vous en parlais, hein. Avec les Tibétains, il n'y a pas grand monde qui proteste pour eux. Hein. Ou en tout cas, je les entends pas. Prouvez-moi le contraire. Ensuite, chapitre 5, il est interdit d'interdire. Augmentation des universitaires et des tensions. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont à l'université. Le quartier latin est passé à gauche en 56. On a déjà des groupuscules violents. C'est déjà à cette époque-là qu'il aurait fallu faire du nettoyage, passer le Karcher dans les quartiers. Pour reprendre un. On a déjà la haine anti-flic avec les incohérences qui vont avec. La gauche veut détruire tout ce qui fait l'ancienne France. Tout ce qui n'est pas à gauche devient fasciste, comme je vous ai dit. La déconstruction est en route avec tous ses copains. Au chapitre 6, on parle de Solzhenitsyn, le réactionnaire. On apprend comment on vivait dans les goulags.
Et comment il a été mal vu par les communistes d'oser en parler dans ses livres. Donc il faut encore lire Solzhenitsyn, hein. Puis il commence à y avoir une rupture à gauche avec Hannah Arendt, BHL. BHL c'est moyen hein, comme rupture. Hein. Notamment, chapitre 7, vu à la télévision, avec l'arrivée de Coluche et Mitterrand à l'Élysée, avec la télé dans les salons des Français. Au chapitre 8, on parle des blacks blancs beurre. Mitterrand est à gauche de 1981 à 1983, puis à droite. Donc tu vois que ça marche pas. On assiste à la naissance du Front National, 1972, parce qu'il y en a qui en ont marre de tout ce chaos. Et que la France disparaît peu à peu. Et Jean-Marie Le Pen est un provocateur qui ne mesure pas la portée de ses propos par rapport à ses électeurs. Parce que Le Pen, père, il veut juste protester par rapport à ce qui se fait, mais il ne se voit pas comme un parti politique. Alors que ses électeurs voient en lui quelqu'un qui peut changer ce qui se passe. Ce que paye Marine Le Pen aujourd'hui un petit peu. Hein. Même si elle s'est pas mal adoucie par rapport à son père. Elle veut changer les choses un peu à sa manière pour redonner à la France un peu de respiration. Voilà. On a une augmentation de l'immigration. Chapitre 9. La révolution ou la mort. On ne sait pas comment fêter le bicentenaire de 1789. Donc on le fête n'importe comment. Comme il y a 2 ans avec du multiculturalisme au lieu de valoriser la France, certaines libertés, le laïc et compagnie. Chapitre 10. Pour un cinéaste, pas d'étranger. On parle déjà de la question du voile en classe dès 1989. J'étais pas née. Soutien de la gauche aux musulmans et aux rappeurs. Donc à droite, on est judéo-chrétien et rocker classique, c'est ça? Sauf qu'il y a du rock un peu athée. Hein. En parallèle, le FN monte, c'est le parti nationaliste. Qu'on traite de fascistes alors qu'ils n'ont pas de jeune garde. Quand les autres ne parlent déjà que d'Europe. Et oui, aujourd'hui on parle que d'Europe, Europe, Europe partout. Chapitre 11. Communisme, nazisme, ce serait la même chose. Même si le communisme a fait plus de mal partout. Parce qu'il s'est beaucoup plus étendu. Liberté, égalité, sexualité au chapitre 12. La cellule familiale classique disparaît peu à peu. Jacques Chirac ferait du Le Pen père en plus doux. La sexualité prend de l'importance, montée du sida et descente du christianisme. Chapitre 13. Chute de l'URSS et du mur de Berlin. Problème linguistique en Europe centrale. Et avec la chute, on va avoir tous les éclatements en Yougoslavie et compagnie par rapport au problème de la langue. Comme on a eu en Ukraine, hein. Avec le conflit ukraino-russe, c'est la même chose. Hein. Les régions russophones qui peuvent pas parler leur langue parce que sinon ils se font taper par le gouvernement en place et qui sont soutenus par Poutine qui va intervenir de manière très 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 musclée.
C'est un peu la même chose, hein. Le monde est devenu un grand marché. Ah bah oui, vu que maintenant on achète des trucs qui viennent de Chine ou des États-Unis facilement. Et qui est parfois de pas forcément bonne qualité, comme la nourriture, hein. Au lieu de faire travailler nos agriculteurs et compagnie, on fait venir de la nourriture d'outre-monde. Alors c'est comme pour le miel. Ma mère m'a ramené du miel, il n'est pas français. Alors qu'à 15 bornes de là où j'habite, on a des producteurs de miel. On a des producteurs de miel à 15 bornes. Non, il vient du Mexique et de l'Union européenne, le miel. C'est pas logique. C'est comme le bœuf. On a plein d'éleveurs en France. Pourquoi on vient faire venir du bœuf d'Amérique? On a tout ce qu'il faut en France pour être autonome, mais on laisse pas nos agriculteurs travailler. Zut! Ensuite, on a une postface. Dès 2002, on crie attention à l'extrême droite pour se mettre à la gauche et au pouvoir, alors que le père Le Pen n'a pas de milice et son seul but est de provoquer. Les tentatives de Nicolas Sarkozy pour combattre la délinquance ont été mises à mal par la gauche. Oui, Sarkozy disait qu'il voulait passer au Karcher les quartiers. Il a tenté de le faire, mais les gouvernements de gauche n'ont pas voulu. Pourtant, ça aurait été nécessaire. Et en 2005, j'étais pas attirée par la politique, mais je voyais déjà ce qui se passait dans les quartiers là où j'habitais dans l'est de la France. À 50 mètres d'une gendarmerie, tu pouvais te faire casser la figure alors que tu faisais que passer dans le quartier. À 50 mètres d'une gendarmerie. Ou devant une école primaire avec des centaines de parents et chercher ta petite sœur et te faire casser la figure. Avec des centaines de personnes autour qui regardent mais qui ne disent rien et qui laissent faire. Si ça c'est pas de la violence, je sais pas ce que c'est. Et je n'étais pas du tout politisée, j'en avais rien à foutre de la politique à cette époque-là. Et pourtant, il aurait... Les nettoyages dans les quartiers, ça aurait été il y en aurait bien besoin. D'autant plus qu'il y a eu une jeune femme qui s'est fait incendier à son appartement parce qu'elle ne pouvait plus payer la drogue qu'on lui fournissait. Alors elle s'est fait cramer chez elle. Ouais, à 100 mètres de chez nous, hein. Donc le nettoyage, il aurait déjà dû être fait à cette époque-là. Et ça, c'est dans une seule ville. Et dans les classes, j'en parle même pas. Parce que c'est pas terrible quand on est en classe d'anglais, qu'on est 3-4 à travailler à peu près sérieusement pendant que les autres font le bazar. Et qu'avoir un 11, c'était une bonne note. Alors que moi, je faisais du franglais. Je participais au cours en français, et on traduisait ma phrase en anglais. C'est pas terrible, hein, comme en quatrième, hein. J'étais certes pas très douée en anglais, mais moi, je participais. J'avais des 11. Alors, quand t'arrives en DUT, qu'il faut avoir un niveau digne de ce nom pour parler avec Oscar Wilde s'il était en vie, ouais, bah, je baragouine quoi à côté, hein. J'ai pas le niveau. Ouais. Puis après, il y a évidemment le professeur qui était trop gentil et qui n'avait aucune autorité. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Non, faut remettre de l'autorité au professeur et que les élèves obéissent à l'enseignant. Ça, c'est un autre problème. Voilà.
Dès 2000, une haine des Palestiniens envers les Juifs était ressentie. Voilà pour le point lecture du jour. Donc c'était une lecture très intéressante. Et l'autre Jean Sévilla va quand même plus loin que Michel Onfray aux origines de l'islamo-gauchisme. C'est intéressant l'ouvrage de Michel Onfray, mais celui-là il va plus loin quand même. Voilà. Je vous laisse les commentaires pour débattre sur le sujet. Si vous avez envie de vous mettre en colère, bah passez votre chemin. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous éduquer, n'est-ce pas? Toujours important de s'instruire. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!